3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Igor Demac est avec nous, dirigeant associé de Vital Épargne. Bonsoir Igor. Bonsoir Grégoire. Sur le dollar, qu'est-ce que vous dites? C'est vrai que c'est un mouvement qui a pris beaucoup de gens de court en début d'année. On a vu des achats de couverture un peu en panique. Et puis surtout, on s'est aperçu que, oui, on avait beaucoup d'actifs en dollars dans les portefeuilles, beaucoup d'actions américaines pour dire les choses, et que généralement, on n'était pas couvert pour ces actifs américains. Traditionnellement, on couvre pas un risque monétaire avec un actif à duration longue comme les actions et risqué. On prend la monnaie, fait partie du risque d'investissement. C'est moins vrai pour les obligations où là, on est obligé de couvrir le coupon, etc. Je pense qu'aussi c'est peut-être un contre-pied à l'idée que le dollar avait perdu son statut. On entendait ces rengaines, on les entend tout le temps. C'est un peu comme le pétrole, il n'y en a plus, on n'en a plus besoin. Bon, en fait, tout le monde en veut du dollar. Et puis quand le dollar baisse, on achète de l'or, qui est une espèce de dollar un peu plus brillant et puis plus lourd. Donc c'est vrai que ça avait été très vite. Là, on ne sait pas si c'est technique ou pas, mais contre euro, aller toucher les 1,18, 1,20, c'est déjà très violent. Des mouvements monétaires de 15%. Enfin, faut voir, c'est pas des marchés qui évoluent dans ces amplitudes normalement. Après, il y a peut-être un petit crédit parce qu'il y avait eu beaucoup de discrédit sur la politique trumpienne au moment du Liberation Day, puis après de la contestation de la composition du board de la Fed. Bon, là, on est un peu moins dans ces sujets. La macro résiste aux droits de douane. Les baisses d'impôts sont passées, donc le sentiment que finalement la zone monétaire US, elle n'est pas en danger. Parce que si en 2026, on a de nouveau une accélération de la croissance, qu'on a des taux qui restent bas... Parmi les facteurs qui peuvent faire bouger une parité, la dynamique de croissance en est une. C'est pas la seule, mais le différentiel de dynamique de croissance, c'est quelque chose qui peut compter. Oui, en fait, la parité de pouvoir d'achat et la répartition de valeur entre grandes zones économiques se mesurent au taux de change. En fait, les droits de douane induisent un risque et une incertitude et modifie la façon avec laquelle on calcule la répartition. Donc ça a pu jouer aussi. Si on s'aperçoit que ça n'a pas autant d'impact que prévu pour l'instant, on est aux prémices, donc on ne peut pas être définitif, mais la macro ne s'écroule pas. Ça, on le voit, et elle va plutôt accélérer, en tout cas aux États-Unis. Et l'Asie tire aussi pas mal, les Chinois ont été plutôt assez discrets, donc il n'y a pas tant d'incertitude macroéconomique que ça aujourd'hui. Alors il y a des régimes d'inflation un peu différents à droite à gauche. Il y a un argent qui est devenu beaucoup moins cher en Europe et qui continuera d'être moins cher aux États-Unis. Et donc ça, c'est très favorable pour les liquidités. Donc, même si on rémunère moins le dollar, si l'économie américaine repart et qu'il n'y a pas de krach boursier, l'argent va s'y déverser. Scénario de surchauffe de l'économie américaine, on peut repasser par cette idée-là à un moment dans le marché. Alors, surchauffe des valorisations de la tech, peut-être. Alors ça, c'est une chose, c'est l'économie américaine. Marché, mais pour l'économie, je pense pas à ce stade. À ce stade, c'est pour ça que moi je suis pas forcément trop inquiet sur le scénario monétaire, parce qu'il faudrait vraiment une accélération, un emballement des chiffres d'inflation. On n'y est pas. En revanche, l'avantage clair des États-Unis sur la technologie, évidemment, met l'Europe très très loin et crée une dynamique qui s'auto-entretient. Alors là, on peut plus dire que l'intelligence artificielle n'est pas utile, n'est pas dans nos vies. Et puis, c'est ce qui représente 50% des indices, la tech et la santé, alors qu'en 2003, c'était le pétrole, l'industrie, puis les banques. Donc, on a une composition de l'économie américaine qui a complètement changé, avec de la croissance des BPA, avec du free cash flow, certes, qui est maintenant réinvesti. Ah oui, beaucoup, mais massivement. En fait, oui, mais en fait, une économie qui fonctionne, c'est quoi? C'est ça. C'est pas une économie qui épargne. C'est pas une économie où on a un taux d'épargne comme en France de 21%. On réinjecte, et dans une économie qui vit à crédit, puisque c'est l'économie américaine, qu'est-ce qui compte? Que le coût du crédit soit pas très cher et qu'il y ait des projets d'investissement avec des TRI entre guillemets supposés rentables. Et c'est ça le capitalisme. C'est la confiance dans un projet structurant, déstructurant, rupture technologique, destruction créatrice schumpeterienne, peu importe, mais évidemment, ils sont à l'avant-pont de tout ça. Avec toujours un moment dans ces cycles de CAPEX qui peut être un moment douloureux aussi pour les prix et les valorisations boursières, Igor. Oui, mais le modèle... Ces histoires de cash flow, alors pour l'instant, effectivement, ils servent à beaucoup réinvestir. Il faudra quand même rentabiliser demain ces dépenses. La question, elle est sur toutes les lèvres, elle est en permanente à la une de tous les journaux financiers anglo-saxons chaque jour qui passe. Le fait de voir une poignée de mastodontes
faire circuler de l'argent entre eux en nouant des partenariats dont on comprend pas toujours forcément bien la profondeur, les tenants, les aboutissants, etc. Cette forme de circularité. En 2000, j'étais un peu loin des marchés, mais beaucoup de gens me racontent quand même ce qui a pu se passer aussi dans ces périodes-là. L'argent un peu jeté par les fenêtres. J'en sais rien. Est-ce qu'on a déjà des petits canaris dans la mine là qui sont à écouter ou à surveiller? Sûrement. Oui, sûrement. Après, est-ce que c'est une petite mine ou une grosse mine? C'est un peu la palissage que je sors, mais non, mais on n'a pas de réponse définitive. On n'a pas vraiment de réponse, et puis on a vraiment un secteur qui aujourd'hui a clairement mis au démarrage de sa vie, et c'est vrai pour les Netflix, l'impératif de capter des clients. Et c'est là où, en fait, eux raisonnent pas du tout comme nous. C'est-à-dire qu'eux, ils disent pas, faut faire de la rentabilité tout de suite. C'est impossible quand on lance une société. Sam Altman dit, c'est pas dans mes préoccupations, c'est pas dans le top 10 de mes préoccupations aujourd'hui. Il faut valider le modèle. C'est-à-dire comment avoir des clients fidèles et de plus en plus. Donc on est quasiment à 1 milliard d'utilisateurs de ChatGPT en 3 ans, à peine. Souvenez-vous, Amazon, c'était gratuit au début. Puis après, on vous fait payer un abonnement, Amazon Prime. Après, on vous fait payer les frais de transport. Et en fait, vous convertissez, parce qu'une fois que le client il est convaincu que le service... Et donc, c'est ça. Leur modèle, c'est ça. Et c'est pour ça que ça demande beaucoup de capitaux, parce que le coût d'acquisition d'un client dans la tech, sur Internet, est très, très cher. Alors, est-ce qu'ils vont tous y parvenir? Enfin, en tout cas, nous, on est nulle part sur ce sujet-là en Europe. À part quelques fabricants de puces, on est nulle part. Donc, ça crée un vrai différentiel de croissance ça, c'est sûr. Aujourd'hui. Il faut rester exposé à cette thématique. Il n'y a pas d'autre choix. Alors, tactiquement, à la fin d'année, on en parlera dans les allocations. Ça peut valoir le coup de prendre un peu de performance aujourd'hui, parce que quand même, ça a vachement progressé. Pas forcément en euros, d'ailleurs. Faut pas oublier. Les marchés européens n'ont pas si mal fait, à part le CAC. Après, c'est difficile. Vous dites aux clients, non, la cybersécurité, j'y crois pas. L'intelligence artificielle, j'y crois pas. Moi, je fais quand même un investisseur value, mais je peux pas ne pas regarder des valeurs qui, finalement, avec la croissance, vous voyez, deviennent assez vite peu chères, entre guillemets, puisque c'est aussi leur credo. Bon, nous aussi, on a des secteurs qui vont très bien. Value, toujours. Le secteur financier bancaire en Europe a été un extrêmement bon performeur ces dernières années. Il n'avait rien à envier au thème de l'IA. Non, mais c'est un des premiers secteurs qui a été virtuel. N'oubliez pas, on a remplacé les comptes, enfin les coffres-forts. Oui. C'est un des premiers secteurs qui s'est informatisé. Oui. Donc la Chine revient investissable. Elle revient investissable. Reprend 50%, oui, tout le monde retrouve l'idée que c'est investissable. Il y a eu moins de cas, justement, de patrons envolés, disparus. Donc en fait, ça disparaît un peu, la rémanence de ce genre d'événements qui sont quand même relativement négatifs pour un investisseur. Là où je souscris à l'idée qu'ils ont du long terme, c'est qu'eux ne sont pas confrontés à des échéances électorales. Donc ça permet pour un pays de plus d'1,2 milliard d'habitants de piloter une économie gigantesque qui se calque à peu près sur le modèle japonais. Rappelez-vous, dans les années 80, le Japon, c'était l'étoile de la technologie, les Walkman Sony, enfin bon. Bien sûr. Et la Chine, en fait, ils sont à peu près pareils, sauf qu'ils sont beaucoup plus grands. Mais ils sont aussi disciplinés et ils ont tout. Et aujourd'hui, ils ont tout. On rajoute les terres rares, ils ont tout. Donc oui, la zone Asie, c'est une zone qui est très tech, où il y a de la croissance, où il y a aussi du vieillissement démographique. Donc ça, c'est un peu le contrebalancier. Mais une robotisation qui va très très fort, très vite, qui permet de compenser le manque de main-d'œuvre. Alors après, c'est toujours la Chine. Dans les portefeuilles d'épargnants européens, français. Oui, c'est compliqué, c'est pas naturel. C'est pas naturel, je suis d'accord. Mais vous voyez, moi j'avais une position chinoise qui était évidemment moins value latente. J'ai pas voulu la lâcher parce que je pense qu'évidemment il y a du potentiel. Après, faut pas s'enflammer. C'est pas des marchés qui sont accessibles aussi bien que les nôtres ou aux États-Unis. Et c'est aussi ça qui fait leur force, c'est qu'en fait ils circonscrivent assez bien leur économie, leur flux. Bon, il ne faut pas qu'il y ait de sujets politiques, mais je pense que c'est beaucoup plus stable. Oui, c'est ça. C'est quand même beaucoup plus stable. En relatif, aujourd'hui, les sujets politiques, ils sont partout, y compris dans des zones développées. Mais ils parlent un peu moins. Donc, quand même, le silence est d'or. Donc, mais c'est sûr que le rythme de croissance s'est normalisé. Il s'est normalisé chez les dragons asiatiques, la Corée du Sud à l'époque, Taïwan, Japon,
où on pensait qu'ils allaient avoir 10% de croissance tous les ans, et en fait, ça s'est normalisé à 4-5. Et puis, après, bon, le Japon est très faible aujourd'hui, mais la Chine, c'est un peu le modèle, sauf qu'ils ont beaucoup, beaucoup de réserves. Parlons de la France, Igor. Faut jamais gâcher une bonne crise. Non. Non mais bon, alors, vos commentaires sur la situation politique, moi, je ne sais pas quelle est la question à poser. Et puis surtout le CAC. Moi, je veux qu'on reste aussi sur le domaine. Est-ce qu'il y a déjà des opportunités à saisir dans l'idée que peut-être que ça va mal et que ça peut aller mieux demain? Pour les investisseurs, je pense qu'ils regardent la France comme un fait-tout, comme une casserole. Ils s'occupent pas trop de savoir ce qu'il y a dedans tant que c'est sur le feu et que ça cuit. C'est un peu ce qui se passe parce qu'on voit les taux n'ont pas été trop attaqués encore. Le CAC 40, il performe comme il peut, mais comme il est... On sous-performe, mais on est positif. Ouais, puis les très pondérés valeurs du luxe, donc il a beaucoup souffert, mais Chine aussi, les small caps ont bien rebondi. Donc voilà, je pense que les investisseurs, ils ne craignent pas la destruction institutionnelle de notre pays. Ils savent qu'on a des avantages. Bon, on a beaucoup de taux d'épargne, ça alimente aussi l'investissement. Après, quand on regarde les entreprises, je regarde les statistiques Infogreffe, on est quand même en termes de radiation. Ah oui. On est quasiment en octobre, on a déjà atteint le niveau de 2024. Les redressements judiciaires sont quand même en croissance de 30%. Donc, on sent quand même que, en tout cas pour les ETI et les petites sociétés, le contexte est très difficile. Tout ce qui est prestation de services, de conseils, tout s'est arrêté à la dissolution. Donc, je pense pas que nous on puisse parler d'accélération de croissance. Après la crise de régime, je suis pas commentateur politique, j'ai mon opinion personnelle, mais c'est sûr que c'est pas très bon pour les mesures d'investissement, puisque le capitalisme, ça fonctionne sur la confiance, sur l'avenir et sur la capacité à se dire demain sera meilleur, ou j'ai un projet que je vais mettre en place. Donc on a encore des belles industries, on a des valeurs qui ont très bien performé, tout ce qui est aéronautique, défense, c'est des valeurs internationales. Donc en fait, qu'elles soient sur le CAC 40, etc., c'est un peu ça qu'il faut jouer. Mais je pense que les small et mid cap ont encore du chemin, parce qu'il y en a qui n'ont pas vraiment besoin de crédit parce qu'elles sont solides. Et aussi, on avait parlé des États-Unis, mais je pense que le Russell 2000 est aussi quelque chose qu'il faut regarder, qui n'est pas trop performé. C'est pas la même qualité, la cote small américaine et la cote small française et européenne. Taille, parce qu'une small américaine, c'est une les mêmes tailles, mais je veux dire, cette thématique, aller chercher, parce que là, tout monte, donc il faut bien aller chercher des choses. Donc la France reste investissable, mais de toute façon, on va avoir des échéances en 2026, les municipales, 2027, peut-être avant. Bon, ça, c'est pas super rassurant pour l'épargnant. Mais en fait, le constat que je fais, c'est qu'ils épargnent de plus en plus. Ça implique quoi le retour de terrain là? Vous êtes un gros cabinet de gestion de patrimoine. Je sais pas, le téléphone sonne tous les jours. Qu'est-ce que je fais avec mon argent? Qu'est-ce que non, alors déjà, moi, je n'ai jamais géré avec ma carte d'électeur. En fait, chaque fois qu'il y a eu des événements politiques, vendre avant a toujours été une erreur. Donc ils ne sont pas inquiets sur leur épargne, et parce qu'il y a des bonnes perfs. Aujourd'hui, le portefeuille, il regarde. On avait investi le prix mondial. Voilà, le CAC 40, vous ne le voyez même pas. Donc, moi, j'étais très investi sur le Japon parce que j'aime bien ce pays par ce qu'il peut donner et ce qu'il n'a pas encore donné malgré toutes les annonces. Voilà, donc les gens, ils se disent, finalement, on peut gagner de l'argent, même si la France est dans une situation politique complexe. Bon, messieurs, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Florian Roger, BNP Paribas, CIB, Igor Demac, Vital Épargne et Nicolas Sopel, Quintet Banque Privée.